Merci de votre fidélité à Guinée Matin TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tour d'horizon, une émission hebdomadaire qui décrypte pour vous l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, au compte de ce numéro, nous recevons dans ce studio pour vous Monsieur Oye Beavogui, ancien député et secrétaire général par intérim du PDG, le parti de feu président Ahmed Sékou Touré. Avec moi dans ce studio pour piloter donc cette émission, Lamine Kaba. Lamine, bonjour. Bonjour, vous Kita. Alors, chers téléspectateurs, au cours de cette émission, nous allons parler tout d'abord du PDG. Et comment se porte aujourd'hui le PDG? Ça sera certainement la principale question pour ce premier thème. Et ensuite, nous allons parler du retour à l'ordre constitutionnel. La Guinée, vous le savez, est en transition depuis le 5 septembre 2021. Depuis 3 ans, le CNRD dirige le pays. Selon un accord dynamique signé avec la CEDEAO, la transition devait prendre fin le 31 décembre 2024, ce qui n'a pas été le cas. Quel est le regard aujourd'hui du PDG sur cette question? Également, nous allons entendre notre invité. Le troisième sujet sur lequel nous allons nous attarder au cours de cette émission, c'est cet appel à démissionner. On sait que c'est depuis quelque temps, les forces vives de Guinée et certains partis politiques demandent à leurs représentants dans les instances de la transition de jeter l'éponge. Est-ce que le PDG est en harmonie avec cette volonté? Nous allons aussi entendre notre invité dans cette émission, Monsieur Oye Beavogui, bonjour. Et bonjour, bonjour aux fidèles téléspectateurs de Guinée Matin. Alors, comme je le disais à l'entame, tout d'abord, comment se porte le PDG, le parti historique, le plus vieux parti de l'arène politique actuelle en Guinée? Merci de cette opportunité. Je dois dire qu'aujourd'hui, le PDGRD a traversé une crise. Et je crois que ça, vous le savez. Et quand je dis crise, c'est même pas par rapport à la dissension, parce que c'est l'attitude de certains par rapport à cette dissension qui a amené à la suspension du PDGRDA au niveau du ministère de l'administration du territoire. Et naturellement, le MAT prenant acte de la procédure judiciaire qui est en cours pour essayer de départager les deux camps, donc a préféré suspendre le parti en attendant qu'il y ait une décision de justice pour rétablir le secrétaire général par intérim qui a été officiellement désigné par le camarade Mohamed Touré. Donc c'est ce que nous traversons, mais pour nous, en tout cas, question de la direction nationale légitime, nous pensons que ceci s'inscrit dans le cours normal des choses quand on parle de lutte politique, quand on parle de combat politique et surtout le combat révolutionnaire. À un moment donné, quand vous devez atteindre un certain nombre de caps, naturellement les contradictions à l'interne deviennent plus tendues que les contradictions qui se passent à l'externe. Donc, en tout cas, personnellement, j'étais averti à cela, mais nous avons pensé que tout au début, on pouvait gérer cela de façon très responsable et objective, mais malheureusement, d'aucuns ont fait une affaire personnelle, ce qui n'est pas grave, parce que ce qu'on n'a pas du tout laissé pour le président Ahmed Sékou Touré, c'est pas moi, Oye, qui vais échapper à cela. Donc, c'est un combat de tous les jours, c'est une bataille de tous les jours, et nous pensons que nous, en ce qui nous concerne, l'objectif reste le même, la reconquête effective du pouvoir d'État, en passant par la conscientisation des masses, en passant par la mobilisation des masses, surtout la jeunesse qui aujourd'hui a pris conscience de cette victoire qui pour nous est inéluctable. Certes, on ne peut pas dire que c'est pour 1 an, 2 ans, mais ce qui est sûr, la victoire finale est certaine. C'est pourquoi nous ne pouvons pas abandonner, nous continuons donc ce combat et nous allons pouvoir surmonter toutes ces difficultés au moment opportun. Et d'ici là, nous luttons aussi pour que le camarade Mohamed Touré puisse rentrer avec son épouse, pour que le combat, en fait, qu'il puisse reprendre le train en marche, quoi, en quelque sorte. Alors, le PDG RDA a permis quand même au président Feu Ahmed Sékou Touré de diriger la Guinée pendant 26 ans. Comment vous comprenez aujourd'hui que le PDG peine, quand il y a par exemple des élections, à avoir des élus? Qu'est-ce qui n'a pas marché au cours de l'histoire, après, dans la succession?
Oui, vous avez parfaitement raison de le dire. Ce qui n'a pas marché au cours de l'histoire est très long à expliquer, mais nous allons essayer peut-être de camper sur quelques éléments. Vous devez comprendre que le PDG a fait l'adversité que le PDG a subi après le décès du président Ahmed Sékou Touré. Aucun régime, aucun parti n'a subi en Guinée. Ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Et quand je dis l'adversité, vous vous souviendrez que avant le 3 avril 1984, il y avait un dauphin constitutionnel qui était désigné, c'était le camarade Lansana Biavougui. Et le bureau politique à l'époque avait même statué dessus et un communiqué même avait été fait dans ce sens-là. Et le 3 avril, le discours projeté pour l'investiture du camarade Lansana Biavougui en tant que président de la République populaire révolutionnaire de Guinée était déjà disponible et la cérémonie était prévue pour la matinée du 3 avril. Et malheureusement, l'impérialisme en complicité avec la branche coloniale de l'armée guinéenne ont su anticiper pour arrêter les principaux dirigeants du PDG, puisque c'était presque un moment de deuil où l'élite du parti, la crème du parti était réunie à Conakry à l'occasion donc de ce décès. Ça a facilité l'arrestation de tous les responsables, de tous les dignitaires, de toute la crème, de toute l'élite du PDG. Et en quelque sorte qui a cassé le leadership. Et figurez-vous, depuis cette arrestation, le PDG a été dissous, interdit de toute activité politique pendant 8 ans d'ailleurs. Et malheureusement, nos camarades qui n'avaient rien à voir avec le coup d'état raté du colonel Djara Traoré ont payé le prix de cette oui, mais après l'instauration du multipartisme, le PDG est revenu. Oui, j'en viens. Donc après cette tentative ratée de coup d'État, les responsables, les dignitaires du PDG ont payé le prix de ce coup d'État, alors qu'ils n'avaient absolument rien à voir, puisqu'ils étaient déjà tous en prison depuis 84. Et juillet 85, vous savez ce qui s'est passé. Et ils ont d'ailleurs été les premiers à être exécutés sous les pieds du Mont Gangan. D'autres ont perdu la vie par suite de mauvais traitements. Et il y en a quelque peu qui ont pu en tout cas se tirer d'affaire. Donc vous voyez le traumatisme que ça fait au niveau de ses camarades. Et au-delà même, quand vous prenez la famille Touré, à commencer par l'épouse du responsable suprême de la Révolution, Adja André, ses enfants, le camarade Mohamed Touré, Adja Feu, Adja Aminata Touré, ont tous payé le prix de ce coup d'État du 3 avril 1984. C'est ça en réalité qui a beaucoup pesé sur le PDG. Les comptes en banque ont été saisis. Bref, le parti a été, je dis, comme j'ai l'habitude de le dire, le parti naquit sur ses cendres en 92. Alors, comme vous le dites, à la relance donc, du multipartisme. En 92, c'est une nouvelle génération. Et vous, peut-être, quand vous vérifiez ceux qui ont fait la relance du parti, il n'y a pas plus de 5 qui étaient du bureau politique, du dernier bureau politique, c'est-à-dire du dernier bureau politique issu du 12e congrès. Il n'y en a pas plus de 5. Donc il a fallu une nouvelle génération qui puisse porter le PDG et qui a fait que, en tout cas, le parti s'est remobilisé et progressivement est en train donc de reconquérir la conscience collective du peuple guinéen. Maintenant, à savoir que pourquoi à chaque élection le PDG n'arrive pas à battre suffisamment de records, je pense que la responsabilité est à notre niveau. Il ne faut pas le faire, c'est parce que nous n'avons pas en tout cas atteint un niveau suffisamment d'organisation, nous n'avons pas atteint un niveau suffisant de maturité politique qui fait que... Aujourd'hui, le problème, c'est au niveau du leadership ou c'est au niveau des citoyens qui ne font pas confiance au parti? Non, le problème n'est pas au niveau du leadership parce que moi je dois avouer qu'au moins il y a des années, nous arrivons en tout cas à progresser petit à petit. Ça aussi ce n'est pas à nier, même si l'objectif ultime est loin d'être atteint, mais nous pensons que progressivement le peuple a compris et ce que vous ne savez pas qu'il y a un deuxième pan des raisons qui fait qu'aujourd'hui il y a cette tutelle, c'est que de 84 jusqu'à l'instant T où je vous parle, bon, l'instant T, c'est peut-être trop dit, mais de 84 jusqu'à 2010, il y a quelques années, mais les gens n'osaient pas parler du PDG. Les gens n'osaient pas parler du régime de Sékou Touré. Parce que dès que vous vous exprimez, on vous ramène au camp Boiro. Il y a eu plus de 30 ans de campagne d'intoxication. Sékou Touré buveur de sang, Sékou Touré dictateur, Sékou Touré tortionnaire, Sékou Touré ceci, Sékou Touré cela. Donc il y a des milliers de jeunes
qui sont nés dans ça, qui ont grandi dans ça et qui ont forgé cette mentalité. Et aujourd'hui, nous, on s'est battu pour pouvoir déconstruire cette mentalité. C'est d'ailleurs le premier combat ou la première victoire que nous avons pu remporter. Parce qu'avant cette reconquête du pouvoir d'État, avant d'être présent au niveau des instances de décision ou des instances électorales du pays, d'abord, il y a ce combat mémoriel qu'il fallait gagner. Et pour nous, ce combat, il est gagné, il est derrière nous. Pourquoi j'ai dit qu'il est derrière nous? Ça va vous faire rire parce que quand vous prenez de 84 jusque dans les années 2009-2010, jusqu'en 2013-2014, mais je vous dis, les gens avaient presque honte. Vous n'avez pas le courage de parler du PDG, de parler de la politique du PDG, du bilan du PDG. Parce que dès que vous apparaissez quelque part, c'était le Cambouaro qui apparaissait, violence, comment vous appelez, assassinat, pendaison. Mais moi, j'ai dit à tout le monde que c'est notre histoire à nous, PDG. C'est notre histoire à nous en tant que Guinée. C'est notre histoire à nous en tant que nation. L'histoire du PDG, comme vous l'avez dit, c'est l'histoire aussi de la Guinée, justement, en tant que nation. Voilà. Et donc, moi, ma réponse par rapport à tout cela, c'est vrai qu'on ne se réjouit jamais de la mort de quelqu'un. Mais moi, j'ai dit qu'en tant que Guinéens, nous assumons ce qui s'est passé de 58 à 84. Nous assumons ce qui s'est passé en 85, comme toutes les péripéties que le peuple de Guinée a pu en tout cas rencontrer jusque maintenant là. Donc ça fait que nous avons pu déconstruire à travers des arguments pour prouver que tout ce qui a été avancé contre le président Ahmed Sékou Touré, contre ce régime, a été monté sur du mensonge. En termes de bilan économique, il n'y a rien à reprocher. En termes de politique industrielle, il n'y a rien à reprocher. En termes de lutte contre la corruption, il n'y a absolument rien à reprocher. Sur le concept, sur la question des droits de l'homme, c'était aussi un bilan. Et pour nous, nous avons un concept dessus. Parce que pour nous, il y a le droit de l'homme, il y a le droit du peuple. Et pour nous, le droit du peuple prévaut sur le droit de l'homme. Si on fait une comparaison, sur ce point, l'individu, pour nous, ne peut jamais surplomber toute une société, toute une nation. Voilà notre concept. Et c'est pourquoi nous disons que de façon globale, il est très difficile pour nous de vous devoir sur le plan argumentaire, à part peut-être rencontrer des contre-vérités. Et ironie du sort, vous voyez, quand vous prenez le 3 avril, ce sont des militaires qui ont engagé cette campagne d'intoxication sur la mémoire, sur le bilan du PDG. Et aujourd'hui, ce sont les militaires, en quelque sorte, l'armée guinéenne qui a réhabilité ou qui a tout au moins engagé le processus de réhabilitation de la vérité historique, de réhabilitation de la mémoire du président Ahmed Sékou Touré. Pour nous, le combat mémoriel, donc, il est gagné, il est derrière nous. Ce qui n'a pas pour autant enlevé, en tout cas dans l'esprit de ceux qui pensent que Sékou Touré est un personnage controversé, les idées qu'ils ont. Et peut-être qu'il y a des monuments, il y a des actions qui sont aujourd'hui entreprises par le CNRD pour réhabiliter ou donner une autre image du président Ahmed Sékou Touré, mais disons-le, les gens pensent encore ce qu'ils pensaient. Oui, les gens pensent encore ce qu'ils pensaient, mais sauf qu'ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Pourquoi ça n'a plus de sens? Parce que tout ce qui était avancé comme argument hier, parfois même par des autorités guinéennes, il faut le dire carrément, aujourd'hui, nous avons tous la preuve que c'est faux. Que c'est faux. D'accord. C'est archi faux. Et aujourd'hui, notre fierté, c'est que c'est l'État guinéen qui soit le propulseur de cette réhabilitation de la vérité historique. En cela, on se reconnaît. Au journal Mamadi Doumbouya, on l'a dit plus d'une fois que nous l'encourageons par rapport à ces initiatives-là. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, personne ne pourra jamais faire l'unanimité. Que ce soit le président Ahmed Sékou Touré, même les prophètes que nous avons connus, n'ont jamais fait l'unanimité. Et en cela, du moins que cette contradiction va toujours continuer à peser sur l'homme sans mémoire, sur son combat politique, ça fera de lui un homme qui vivra pour l'éternité des temps. Parce que le jour qu'on arrêtera de parler en bien de lui ou en mal de lui, ça veut dire que la mémoire du président Sékou Touré est enterrée. Et ça, je pense que ça n'arrivera jamais, en tout cas pour le cas de la Guinée. Justement, c'est un point très important que Keita vient de soulever. Vous savez très bien que depuis un certain temps, depuis en tout cas l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, il y a eu des décisions qui ont été prises pour redorer en quelque sorte l'image du PDG-RDA. Quand on voit par exemple la dénomination, le changement de nom de l'aéroport qui a porté finalement le nom de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, et également la rétrocession de la villa au niveau de la belle vue qui a été rétrocédée à la famille. Tant d'autres actions ont été prises dans ce sens pour redorer l'image du feu Ahmed Sékou Touré. Mais le point qui a créé un peu les bisbilles ces derniers temps,
c'est qu'aujourd'hui, vous, en tant que secrétaire général par intérim du PDG, vous ayez participé, par exemple, à la mise en place de l'Union sacrée, que d'ailleurs, les transmissions vous reprochent, par exemple. Est-ce que le fait d'aller, par exemple, à l'encontre d'un régime, par exemple, qui tente de redorer l'image de Feu Ahmed Sékou Touré, aller dans une organisation qui veut, en tout cas, en quelque sorte, critiquer la gestion de ce régime, est-ce que ça n'a pas ce qui a créé aujourd'hui le problème qui existe entre vous et l'autre camp piloté par Mangafo de Bangoura? Oui, c'est la raison principale, mais moi, peut-être qu'il faut faire la part des choses. Et telle est ma position et ça restera éternellement ma position au sein du parti. La famille, c'est la famille. Les intérêts de la famille sont les intérêts de la famille. Le parti, c'est le parti. Les intérêts du parti sont et demeurent les intérêts du parti. Qu'on me comprenne, tant mieux. Qu'on ne me comprenne pas, je n'en veux pas à ceux qui ne me comprennent pas. Je respecte leur position, je respecte leur opinion. Donc, quand vous parlez des patrimoines dont vous avez évoqué, mais je vous dis que ces patrimoines n'ont pas été rétrocédés au PDG-RDA. Non, c'est à la veuve du président Ahmed Sékou Touré, c'est à la famille Touré. Est-ce que quand c'est rétrocédé à la famille Touré, ça voudrait dire autant que c'est pour le PDG? Non, c'est un patrimoine de la famille et c'est d'ailleurs de droit que la veuve du président Ahmed Sékou Touré puisse acquérir ce patrimoine-là, puisqu'il a été établi pendant plusieurs années que ce domaine appartient à la famille Ahmed Sékou Touré. Ça, c'est un. Quand même on va plus loin, on parle par exemple de la villa Farana, mais ce n'est pas le parti encore une fois, c'est la famille. Mais si c'était le parti, on pouvait en discuter. Parce que moi, peut-être que je ne connais pas tous les biens du parti, mais il y a au moins quelques biens que je connais. Quand vous prenez l'actuel ministère de... Bon, actuellement je pense que c'est la rénovation, mais l'ancien ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, qui est au niveau de la cité chemin de fer, je crois que vous devez connaître là-bas, mais c'est le quartier général du PDG qui a acquis avant même notre indépendance, pardon, du président Houphouët-Boigny, quand le président Sékou Touré à l'époque était au rassemblement, quand le PDG était à l'époque au Rassemblement démocratique africain. Si ça s'était restitué, on pouvait en parler. Alors qu'il y a des années, de démarches ont été engagées par rapport à cela. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand vous prenez la direction nationale des archives, que vous devez connaître certainement aussi, mais c'est la permanence nationale du PDG, acquis avant 1958 par don du président Houphouët-Boigny qui était à la tête du RDA. Voilà quelques patrimoines. Vous prenez la Cour suprême qui est sur la Corniche, au niveau de la Camaïenne. Le bâtiment, ça appartient à l'Union révolutionnaire, au Comité national de l'Union révolutionnaire des femmes du PDG, qui a été bâti brique par ces femmes-là. Il y a des témoins qui vivent, qui savent comment ce bâtiment a été acquis. Ça, c'est parlant des permanences. Parce qu'à l'époque, pendant le régime du PDG, il y avait l'effort de masse. Ou si vous voulez, quand il y avait des activités, on appelait les militants à un effort populaire, où des militants venaient construire leur propre permanence, donc de facto appartenaient au parti. Et la plupart de ces permanences-là aujourd'hui ont été rachetées par des personnes privées. Ils en ont fait des magasins, ils en ont fait des boutiques, ils en ont fait des centres de concert. Et je crois que vous regardez un peu dans certains quartiers ou dans certaines communes de Conakry et à la fois à l'intérieur du pays. Donc voilà le patrimoine du PDG. Et si ça avait été restitué, on pouvait en parler. Mais l'opinion doit comprendre qu'on ne doit pas confondre le patrimoine de la famille Touré au patrimoine du PDG. Mais tout ce qui a été fait dans ce sens, peut-être que vous pouvez le témoigner. Nous avons reconnu, nous avons salué. Nous avons reconnu, nous avons salué et nous restons et demeurons reconnaissants par rapport à tout cela. Ça, c'est un aspect mémoriel, c'est un aspect historique. Mais quand vous prenez la gouvernance de façon générale, c'est une position commune. Parce que moi, on me reproche que je suis allé individuellement, j'ai engagé justement, par rapport à votre position, oui, en tant que secrétaire général par intérim d'un parti, est-ce que vous ne devriez pas d'abord consulter la base, comme on le dit souvent en politique? Est-ce que vous avez consulté la question? Est-ce que vous avez consulté la base avant d'aller à la création de l'Union sacrée? Ou si cela n'a pas été fait, est-ce que vous pensez que, en tant que secrétaire général, vous devriez aller sur cette démarche individuelle? Peut-être que vous devez suffisamment me connaître que moi, en tant que secrétaire général par intérim, depuis ma prise de fonction en mars 2018, je n'ai jamais engagé quoi que ce soit au sein du parti sans que les instances du parti ne soient saisies. Et même si les instances du parti sont saisies, sauf s'il n'y a pas de communication avec le camarade Mohamed Touré, qui reste et demeure le secrétaire général du parti, en dernier ressort qui se prononce dessus. De deux me dit jusqu'à l'instant T où je vous parle, parce qu'il y a des moments où le canal de communication est coupé par rapport aux restrictions au niveau du centre pénitentiaire. Mais chaque fois qu'il a été question de quoi que ce soit, même
quand j'ai été porté comme tête de liste pour les élections législatives, d'accord, les instances ont décidé, mais je l'ai soumis. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Chaque fois qu'il y a des initiatives, le camarade Mohamed Touré est saisi et c'est lui qui se prononce. Mais la suspension qui en a découlé, et non, comment vous l'avez vécu? Non, je vous dis simplement que tout ce qu'ils sont en train de rencontrer, c'est archi faux. Parce que tout simplement, ils ont voulu, mais j'étais en pâture, ils ont voulu me sacrifier. Pourquoi? Pourquoi vous sacrifier? Non, parce que tout simplement, il y a des gens qui ont eu des intérêts menacés par rapport moi à mes prises de position. Mais je ne veux pas vous faire l'histoire des choses, mais je vous donne un seul élément. Un seul élément qui, en principe, doit vous suffire. Le départ de la convergence pour le siège de la, pour le lancement de l'Union sacrée, vous savez, c'est fait où? Le départ s'est fait au Cache de Bellevue. Devant qui? La personne qui a signé les décisions me concernant. Soi-disant suspension. Non, j'aime bien, soi-disant suspension ou soi-disant radiation. Monsieur Elhadj Sanusi, comment il s'appelle? Elhadj Sanusi Keita, le départ s'est fait devant lui. Ça, c'est en dehors de l'information qui s'est faite aux instances du parti, hein, pour dire que voilà, nous allons prendre part à ça, nous allons prendre part à ceci, mais le départ s'est fait devant lui. Pour moi, ça devrait simplement suffire comme élément à l'opinion. Mais bon, tout cela, ils ont nié devant le camarade Mohamed Touré, ils ont nié devant tout le monde. Mais je leur ai dit de toute façon, la décision engageant le parti, à défaut de moi, il y a une seule personne habilitée à engager le PDG, c'est le camarade Mohamed Touré. Le jour où moi j'aurai une notification venant du camarade Mohamed Touré, puisqu'ils disent à des endroits donnés que le camarade Mohamed Touré est d'accord, moi je ne suis pas opposé. Mais c'est une note de service dûment signée par le camarade Mohamed Touré qui a fait de moi secrétaire général par intérim du PDG. Le jour que j'aurai une note de service venant du camarade Mohamed Touré, me revoquant de mes fonctions de secrétaire général ou plus loin même me radiant du parti, mais il n'y a aucune objection. Je prendrai acte de la décision. Mais pour le moment, tant que c'est complotiste au sein du parti, c'est réactionnaire au sein du parti, mais ils n'en voudront qu'à eux parce que moi, de toute façon, cela ne m'arrêtera pas. Je continue à exercer mes responsabilités jusqu'au où le camarade Mohamed Touré rentrera en Guinée. Donc, au courant de cette émission, vous le dites clairement, si les décisions prises à votre rencontre, les décisions de suspension, n'ont pas d'intérêt, ils sont nuls et non avenus pour vous. Engage que ceux qui l'ont fait, et de toute façon, vous avez vu la réponse de la base. Je pense que vous avez vu ça. Toute la base les a désavoués. Que ce soit à l'international ou ici, ils ont été désavoués partout. Maintenant, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était des combines me charger auprès de Paul de Pierre. Je suis contre le président, je suis contre le CNRD. Moi, je suis en harmonie avec ma conscience. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous voulons que le général Mamadi Doumbouya réussisse dans sa refondation. Et chaque fois que nous constatons des tares dans la gouvernance d'un de ses responsables, nous essayons en autre manière de faire constater cela. Et aujourd'hui, Dieu merci que tout ce que nous avons dit en termes de propositions, en termes même de critiques, ont été prises en compte. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'aucun développement, en tout cas un État qui se veut sur lui, aucun développement ne peut se faire dans un État si la lutte contre la corruption n'est pas mise au premier plan. Ça, c'est naturel. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que le général Mamadi Doumbouya a même pris ses responsabilités par rapport à cet état de fait. Et il n'y a que par ça que la refondation pourra être un salut pour lui, pour le CNRD, pour le peuple de Guinée de façon générale. Et nous continuons à l'encourager dans ce sens-là. Et aujourd'hui, vous constatez en tout cas que la jeunesse, ou de façon générale, le peuple commence vraiment à se reconnaître dans ce programme de refondation. Et c'est pourquoi nous sommes là, nous continuons de soutenir, nous continuons d'accompagner, nous continuons d'apporter nos maigres réflexions, nos maigres propositions afin que cette refondation puisse être une réalité et que plus jamais la Guinée ne puisse retomber dans une autre transition. Justement, on reproche beaucoup plus au CNRD de ne pas écouter les acteurs sociopolitiques. Est-ce que le PDG, par endroit, est écouté ou en tout cas on demande votre point de vue par rapport à certains sujets de l'actualité? Est-ce que votre parti fait partie ou prend part? Voilà, est-ce qu'on vous écoute? Bon, je peux le dire oui, parce que, en tout cas, tout ce que nous avons, je ne dis pas que tout ce qui a été proposé, mais nous avons nos mécanismes de proposition, que ce soit maintenant par voie médiatique ou par voie individuelle, à travers les connaissances, les relations que nous avons. Il y a des moments où nous faisons des propositions et nous pensons que relativement, ces propositions sont prises en compte. Et ça nous suffit largement en termes de contribution, en termes de participation au processus de refondation. Et nous pensons encore une fois que la dynamique aujourd'hui qui est engagée, et même pour la vision FIMANDU 2040, aujourd'hui commence à être une réalité parce que naturellement, si le terrain n'est pas déblayé
par rapport à cette lutte contre la corruption. En tout cas, j'insiste dessus vraiment. Peut-être que ça va être une redondance ou une tautologie, mais j'insiste dessus. Si nous voulons réussir cette transition, si nous voulons réussir cette refondation, je pense que la dynamique qui est engagée aujourd'hui par le président de la République, Général Mamadi Doumbouya, doit être maintenue et soutenue. En cela, nous l'encourageons, en cela, nous le soutenons. Et nous continuons à travers les acquis, l'expérience que nous avons. En fait, ce n'est pas d'autres personnels, puisque quand on dit expérience, je parle de la gestion du PDG, parce qu'absolument en Guinée, vous ne prendrez aucun programme aujourd'hui, vous ne prendrez, comment je dis, aucune réforme qui n'ait été pensée et même établie par le président Metsoutoul, donc par le régime du PDGRDA. Même quand on parle de Simandou, allez-y voir dans le programme, dans le plan quinquennal, vous retrouverez tout ce qui est relatif au programme Simandou, puisqu'à l'époque c'était le programme du Nimba. Vous retrouverez tout en termes de pourcentage pour la Guinée, en termes de potentialité, en fait, de toutes les ressources, en termes d'avantages. Donc tout y est. Et nous pensons que ces propositions seront mises progressivement à la disposition des autorités pour qu'ensemble, pour que ça puisse les aider à mieux capitaliser les intérêts pour le peuple de Guinée, pour la nation guinéenne par rapport aux années à venir. Alors, récemment, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a rendu public les résultats de l'évaluation des partis politiques. Votre parti, le PDG, faisait partie des mauvais élèves. Mauvais élèves, d'accord, je vous le concède. C'est ça. Oui, oui, c'est ça, je vous le concède. C'est pour ça, en toute responsabilité, que je ne peux pas abandonner ce combat. Parce que ce que les gens doivent comprendre, il y a eu 3 évaluations. Celle-ci est la troisième. Les 2 premières évaluations au niveau du PDG, je les ai conduites. Et le PDG s'en est sorti avec brio. Qu'on parle de représentation, qu'on parle de compte bancaire, qu'on parle de rapport moral. En fait, tout ce qui a été demandé de représentation a été mis à la disposition des MATD. Mais malheureusement, ce qui est arrivé pendant cette 3e évaluation, ça m'a d'abord trouvé à l'étranger. Deuxièmement, ils ont profité de mon absence du pays pour comploter à mon insu, histoire de me renverser à la tête du parti. Et dès qu'ils ont fomenté cela, automatiquement, des documents authentiques du parti ont été falsifiés. Statut, règlement intérieur, l'organigramme, tout a été falsifié. Alors qu'à la base, le MATD détient les documents authentiques officiels du parti. Donc, ce sont ces documents qui ont été transmis au MATD. Et quand vous prenez le compte bancaire, quand le camarade Mohamed Touré, il y a beaucoup de réformes que j'ai apportées au sein du PDG. Quand vous prenez le compte bancaire, c'est vrai que le compte bancaire même était, comment vous appelez, avait été presque fermé au niveau de notre institution bancaire. Il a fallu tout un programme pour qu'on puisse réhabiliter le compte. Mais ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai soumis le compte à triple signature. Enfin, plus un suppléant. C'est-à-dire double signature, plus un suppléant. Donc 3. Pour vous dire que, peu importe l'argent qui est dedans, moi, Oyebe Avogui, je ne peux pas toucher à 1 franc du PDG. Mais ça ne s'est jamais, en tout cas, ça ne s'était pas fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, parce que le compte était simplement soumis à la signature du secrétaire général. Moi, j'ai dit qu'il faut que l'institution en tant que telle puisse suivre. Parce que le problème, justement, au sein du parti, il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, avec lesquels d'ailleurs je continue à m'opposer, qui est l'une des bases, peut-être qu'ils ne peuvent jamais dire, qui veulent faire du parti. Et donc, la sauce est encore chaude au PDG. Non, c'est naturellement, parce que moi, je n'arrêterai pas tant que je n'irai pas au bout de mes réformes. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire du parti un patrimoine privé. C'est-à-dire qui veulent que le parti s'identifie à eux. Ça ne peut pas marcher. Et au-delà, qu'ils font du parti la mémoire du président un business mémoriel. C'est-à-dire à chaque 26 mars, à chaque 28 septembre, à chaque 22 novembre, c'est les mêmes qui sont devant les bureaux, devant les responsables du CNR, partout pour réclamer de l'argent, pour prendre de l'argent. Et malheureusement, qui ne profitent pas au parti, ils ne rendent pas compte au parti. Comment on peut comprendre que quand il y a une manifestation et qu'il y a une commission qui soit mise en place, qui est chargée d'adresser des courriers, et que cette commission soit, si vous voulez, surplombée par un individu ou des individus qui vont prendre de l'argent et qui ne viennent même pas rendre compte, vous vous rendez compte que quand des gens vous informent dans les rues, au téléphone. Donc, moi j'ai dit qu'il faut que tout cela cesse. C'est pourquoi j'ai ouvert un compte. J'ai dit que désormais, tout, comment je vais appeler ça, toute transaction du parti, tout montant du parti
passera par le compte bancaire. S'il y a un compte rendu à faire, les gens ne verront que les papiers. Donc les gens ont dit... Mais face à des situations comme ça... Des gens ont pensé que j'étais en train de régler des comptes, j'étais en train de retirer la gestion du parti. J'ai dit non, c'est une question mais face à des situations comme ça, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Quand vous constatez que des cadres du parti font du porte-à-porte au niveau des bureaux, au niveau de l'administration pour commander de l'argent, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Naturellement, des sanctions sont prévues. Mais est-ce que vous avez une seule fois sanctionné? Non, c'est quand le constat, parce que il y a eu, au départ, il y a eu trop de murmures sur ce cas. Mais le cas précis est parti du 26 mars 2023. Le cas pratique est parti du 26 mars. Et là, c'était tellement pratique que j'ai mis en place une commission. J'ai demandé d'ailleurs à tous ceux qui ont été associés à la chaîne financière du 26 mars de se retrouver, de discuter de la question. Malheureusement, la personne, en tout cas soupçonnée d'avoir une telle attitude, a toujours refusé de répondre. Et moi, il s'agit de qui? Je me permets de taire des noms parce que... Non, permettez, parce que j'ai dit à tout le monde que pour moi, ça, c'est derrière. Mais puisque vous en parlez, je suis obligé de vous donner quelques indices. Non, mais quand même, un parti politique qui aspire à gouverner notre pays, s'il y a des cadres qui se comportent comme ça, alors qu'ils ne sont pas aux affaires, ils ne sont pas encore là où la population met son argent, des cadres qui n'ont pas encore l'argent du contribuable, s'ils se comportent comme ça, on doit connaître qui est qui, pour comprendre pour qui voter. Oui, ça peut-être ça viendra parce que de toute façon, moi j'attends la décision de justice où je prendrai la parole à travers une conférence de presse pour dire ma part de vérité et tous ces détails dont vous avez besoin. Mais voilà, dans l'espace et dans le temps, comment c'est passé. Donc ça c'est en avril et en mars. Donc avril, il y a une commission de discipline qui avait été mise en place qui était chargée d'écouter la personne concernée. Et entre-temps, moi, j'ai des obligations à l'international, je voyage et tout. Et donc, moi, je suis à l'étranger. Il y a eu, bien entendu, le sentiment. Donc, il profite de cette situation. La même personne profite de cette situation pour enclencher Est-ce que vous parlez de Mangamori? Non, lui, il n'est qu'un simple manipulé. Il ne fait pas mon affaire, moi. Il n'a qu'un simple manipulé. Pourtant, c'est lui qui aujourd'hui, qu'on nomme comme le secrétaire général par intérim à votre place. Oui. Donc, vous pensez que c'est un pion qu'on a juste mis Oui, mais ce n'est qu'un manipulé, ce n'est qu'un pion. Alors, j'ai pitié de lui. Il serait manipulé par qui, par exemple? Non, il sait par qui il est manipulé. Il sait par qui il est. Et l'opinion aussi doit le savoir. Oui, l'opinion le saura. Bon, de toute façon, allez-y, vérifiez dans mes archives. Parce qu'honnêtement, j'ai décidé de ne pas en faire une affaire personnelle. Aujourd'hui, ce que j'ai dit, moi j'attends la décision de la justice. Et dès que la justice va se prononcer, j'organiserai une conférence de presse où toute la presse nationale et internationale va être invitée pour que je puisse décliner ma part de vérité. Et si cela, bien sûr, se fera avant le retour de Kaora Romain, mais s'il est là et qu'il arrive à trouver une solution, tant mieux. Mais à défaut, vous aurez l'occasion de savoir tout cela. Donc, ils ont simplement profité de mon absence parce qu'il y avait cette situation et la personne a engagé ce process-là. Donc, alors, voilà en gros les contours de cette... Alors, justement, je disais donc que le PDG était mauvais élève, en tout cas dans les résultats proclamés par le MATD. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait au sein du PDG pour être vraiment dans les normes et être un bon élève? On sait que plusieurs partis politiques sont en train de tenir ou de programmer des congrès. Oui. Comment ça se passe au PDG? En fait, ou bien on préfère rester à terre encore en attendant? Non, c'est que pour le cas du PDG, c'est vrai c'est la suspension, mais à côté, il y a une procédure judiciaire. Il faut qu'il y ait une décision de justice m'habilitant ou habilitant, en tout cas un des cas, à engager le parti officiellement. Donc, tant qu'on n'a pas cette décision de justice, et je crois que le MAT est conscient de cela, puisque moi, j'ai adressé un recours gracieux afin qu'il puisse comprendre cette situation. On a été déjà écouté, selon les dernières informations que j'ai eues, le dossier était au réquisitoire, et dès que ça va sortir, il y aura la décision de justice. Ça permettra, à l'un des cas, de pouvoir engager légitimement et de façon légale le parti. Mais tant qu'on n'a pas cette décision de justice, il est difficile. Sur des questions de documentation, ce n'est vraiment pas un problème, puisqu'on l'a fait une fois. En tout cas, moi, je l'ai fait une fois, 2 fois. Toute la documentation authentique du parti est là. Il suffit simplement qu'on ait la... Parce que le MAT a dit, pour le moment, ils attendent la décision de justice. Comme ça, si nous sommes, je gagne au procès, et il s'agit de prendre les mêmes documents. Allez, maintenant, et si vous ne gagnez pas? Si je ne gagne pas, est-ce que vous allez toujours transmettre les mêmes documents? Non, si j'ai tort au procès, mais c'est une décision de justice. Je suis obligé.
de m'en soumettre à la décision de justice. Et d'ici là, certainement le camarade Mohamed Touré sera là. Mais de toute façon, d'une part ou de l'autre, le combat ne s'arrête pas. D'accord. Et puisque vous parlez du camarade Mohamed Touré, on sait qu'il a été condamné en 2019 à 7 ans de prison aux États-Unis. Récemment, on a entendu qu'il allait être libéré. Est-ce qu'il est libre? Qu'il avait même, il y a certaines informations qui faisaient état même de sa libération, qui disaient même qu'il était libre de ses mouvements. À quoi ça te dit aujourd'hui? Bon, vous savez que ce n'est pas la première fois que ça se dit. Moi, j'ai dit que le jour où le camarade Mohamed Touré sera, je précise bien, il sera effectivement libre, on fera une déclaration pour annoncer au peuple guinéen de la libération du camarade Mohamed Touré et de son épouse. Ce que je peux dire, il y a un processus qui a été engagé à partir du 20 décembre passé et c'est en cours. Et nous attendons le bouclage de cette procédure afin de pouvoir nous prononcer dessus. Maintenant, ceux qui ont affirmé, parlant du traitement Mangamori et de toute sa clique, qui ont affirmé que c'est une réalité, je pense que c'est à eux que vous devez poser la question pour qu'ils puissent vous donner plus de détails. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais que le processus a été engagé le 20 décembre passé et pour le moment, ce n'est pas effectif. Quand ça sera effectif, peut-être dans les 24 heures, même dans les 72 heures, Mohamed Touré sera à Conakry. Ça, il n'y a même pas de débat. Dès que ça sera bouclé, les 24 heures, les 72 heures qui suivent, le camarade sera à Conakry. D'accord. Alors, cette fois-ci, je pense qu'on a fait déjà le tour de l'actualité sur le PDG, mais également sur la situation de son secrétaire général, Mohamed Touré, en prison pratiquement il y a près de 6 ans de cela. Et aujourd'hui, nous voulons avoir aujourd'hui le regard du PDG sur la gestion de la transition. On sait que la transition devrait prendre fin le 31 décembre, en tout cas selon le chronogramme dynamique engagé par le CNRD et la CEDEAO. Aujourd'hui, ce délai est irrespecté. Le président de la transition dit dans son discours de Nouvel An que l'année 2025 sera une année d'élection, des élections générales. Est-ce que vous croyez encore à ces engagements du président de la transition? Oui, nous croyons aux engagements du président de la transition. Et je crois que ce n'est pas la première fois que nous le disons. Et ce que les uns et les autres doivent comprendre, c'est qu'on est chef d'État, on est président de la République, on ne peut pas être à la fois Premier ministre. On est chef de l'État, on ne peut pas être à la fois ministre. On est chef d'État, on ne peut pas être à la fois directeur national. Et en tout cas, ceux qui sont chargés de mettre en œuvre la vision, la politique générale du pays. Mais en même temps, c'est le chef de l'État donne les orientations. Oui, c'est lui qui les nomme. C'est lui qui les nomme aussi. Oui, c'est lui qui les nomme. Mais bon, c'est lui qui définit les priorités. Oui, c'est lui qui définit, entre parenthèses. Il a nommé des gens. C'est lui qui adresse aussi les lettres de mission. Oui, c'est ce que je vous donne. Mais il adresse. Mais il y a des gens qui sont chargés de mettre en place, en œuvre cette politique. Donc, je vous donne un seul exemple, entre parenthèses. Il a donné des gens aujourd'hui auxquels il avait confiance. Mais quand vous voyez tous ces scandales de détournement qui se passent, est-ce que lui, il pouvait imaginer que les gens pouvaient, ces cadres-là, ces fonctionnaires, ces hauts cadres pouvaient se comporter de la sorte? En un jour, je ne pouvais pas s'imaginer. C'est pour vous dire simplement. En même temps, comment comprendre qu'en 3 ans, qu'on ne puisse pas organiser une seule élection? Oui, justement parce qu'à un moment donné, il y a eu défaillance. Défaillance au niveau du MATD, défaillance à plusieurs niveaux. Parce que les gens même parfois reprochent par exemple au CNT d'avoir retardé le processus de mise en œuvre de la Constitution. Mais je vous dis, même si aujourd'hui on a la Constitution guinéenne, il ne peut pas avoir d'élection ni de référendum parce que la question du fichier n'est pas encore réglée. C'est pourquoi en avril, quand on a lancé l'Union Sacrée, on a dit que ça pouvait bien prendre le 31 décembre. Pourquoi? On a dit qu'il fallait tout simplement extirper le PNRAVEC des 10 points. C'est-à-dire le PNRAVEC peut bel et bien continuer parce qu'en soi, c'est une bonne réforme, c'est un bon programme. Il peut continuer à part. Mais de l'autre côté, qu'on puisse s'inspirer ou prendre le fichier de 2020, toiletter, rajouter ceux qui sont en âge de voter, extraire ceux qui sont décédés, tout toiletter, puisque ce fichier avait au moins été validé par les experts de l'OIF. Ça, vous ne direz pas le contraire. Avec surtout des réserves sur le plan national. Non, sur le plan national, pas de réserve. Parce que il y avait eu de réserve. Non, pourquoi il n'y a pas eu de réserve? Parce que la plupart aujourd'hui, de ceux qui sont frontalement opposés au CNRD, qu'on parle de l'UFDG et du RPG, ils ont été aux élections. Oui, il y en a qui ont été aux élections, mais qui n'y croyaient pas, qui n'avaient pas foi en ce fichier. Non, vous ne pouvez pas aller aux élections. Ils avaient posé des conditions. Il fallait que les experts viennent entendre. Les experts sont venus, ils ont validé le fichier. C'est sur cette base-là qu'ils ont accepté d'aller aux élections. Vous savez, ce qu'on dit chez nous, à défaut de la mère, on se contente de la grand-mère. Non, c'est que vous devez, par exemple, quand vous prenez l'UFR n'a pas été aux élections présidentielles de 2002 parce qu'ils n'avaient pas confiance au fichier. Ils ont dit qu'il y avait des problèmes, ils ont refusé d'aller. Donc, si vous prenez des partis qui ont accepté d'aller
à cette élection, c'est qu'ils ont eu confiance au fichier, ils ont accepté la conclusion des experts. Et donc pour nous, ce fichier pouvait être toiletté pour nous permettre d'aller aux élections. En 6 mois, c'était bien possible puisque avril, on était encore dans le premier semestre de l'année. Là aussi, vous n'avez pas été écouté. Là aussi, oui, une manière de donner encore raison à ceux qui disent que le CNRD n'écoute pas la classe politique. Oui, CNRD d'accord, mais nous, quand on a fait, la proposition a été transmise au MATD. C'est pourquoi quand on a vu l'évolution des choses, on a vu que le délai du 31 n'était plus tenable. En novembre, on a dit clairement qu'au lieu de rester comme cela, il fallait aller vers une concertation. Et heureusement, dans le discours du chef de l'État, son adresse à la nation, il a parlé de concertation. Nous osons croire que le Premier ministre va pouvoir prendre cela à bras du corps et pouvoir tabler dessus, afin que cette concertation puisse faire en sorte qu'il y ait un consensus sur l'année électorale dont vous venez de faire cas. Alors, vous parlez justement du Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Baour, il était un de vous avant d'être Premier ministre. Aujourd'hui, beaucoup... Quand vous dites un de nous, c'est un acteur politique. C'est un acteur politique qui défendait les mêmes convictions que vous, en tout cas, à ce que nous sachions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez pratiquement de la gestion de Baour en tant que Premier ministre? Est-ce que beaucoup le disent que Baouri... Est-ce qu'il a répondu à vos attentes? Est-ce que le Baouri que vous connaissiez avant en tant qu'acteur politique, aujourd'hui, Baouri Premier ministre, est-ce qu'il y a une grande différence en matière de conviction surtout? D'abord, je dois préciser, quand vous dites qu'on est, je ne sais pas, vous avez dit dans le même cas, hein, qui vient du même cas. Voilà. Donc je dois préciser, c'est vrai qu'il est politique, je suis politique, mais on n'a jamais été du même bord et je ne pense pas qu'on puisse être du même bord. Pourquoi? Parce qu'il est ultra-capitaliste, moi je suis socialiste, j'ai une aspiration nationaliste. Et au-delà, sur des questions mémorielles, vous comprendrez que la position du Premier ministre Baouri n'a jamais convergé avec la position du PDG. C'est pourquoi je ne regrette pas et je l'assume. J'ai été le premier leader à attaquer son décret de nomination parce que j'ai dit que c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience historique et c'est quelqu'un qui ne pourra pas, en tout cas, réunir les Guinéens autour d'une table en termes de dialogue, en termes de concertation, en termes de consensus. Et la preuve, depuis qu'il est venu, le dialogue avec l'ex-premier ministre Bernard Goumou, il y avait un acquis, il y avait un avantage avec les facilitatrices. Mais aujourd'hui, tout cela, c'est effrité, malheureusement. Et vous pensez que c'est lui qui serait à la base de ça? Mais c'est le Premier ministre qui est garant du dialogue. On aura en tout cas vu tous les efforts de l'ex-premier ministre Bernard Goumou, quand il s'est même déplacé et allé dans le quartier général des formations politiques de l'opposition et toute sa sincérité. Sur instruction du président. Bon, non. Ce que vous ne savez pas, ce n'est pas forcément sur instruction. Oui, mais le président, à l'époque, il disait que le président de la transition lui avait dit de faire tout ce qu'il faut, même s'il faut se déplacer, aller rencontrer les acteurs politiques au sein de leur QG pour échanger avec eux et pour pouvoir justement aller ensemble dans cette transition. Non, je n'ai pas été trop proche de l'ex-premier ministre, mais j'ai eu l'occasion par moment de discuter avec lui. Ce que je sais, toutes les initiatives, toutes les directives ne viennent pas du président. Vous êtes Premier ministre, vous avez des initiatives observatrices, vous venez les exposer, vous motivez. Oui, mais qu'est-ce qui montre à l'opinion que telle initiative découle de vous quand vous attendez que le président dise ou prenne des engagements avant que vous ne bougez? Non, c'est ce que je vous dis. Quand le président dit au Premier ministre, je veux que tu engages un dialogue avec les acteurs politiques. Mais s'il le faut, il faut aller jusque dans les QG pour les rencontrer. Et puis le lendemain, le Premier ministre s'engage sur la voie. Comment comprendre qu'il avait déjà cette initiative? Non, mais je sais de quoi je vous parle. Les gens peut-être peuvent couvrir dans l'argumentation, dans la communication, mais il y a toujours des initiatives. Il ne faut pas penser que quand on est Premier ministre, on est soumis qu'aux directives du chef de l'État. Il y a des initiatives qui viennent du Premier ministre lui-même. Mais le président, s'il n'était pas pour le dialogue, en tout cas le dialogue que nous avons connu, c'est un décret qui a institué ce cadre du dialogue, qui a nommé, je crois, même les facilitatrices. Le président aurait pu prendre un décret pour les instituer, pour démettre le cadre du dialogue. Mais si cela n'a pas été fait, je dis jusqu'à preuve de contraire que le président tient au dialogue et le Premier ministre est garant. La charte de la transition est claire. Le Premier ministre, il en est le garant. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas tard pour le Premier ministre de prendre ses responsabilités et de viabiliser ce cadre du dialogue. Ou tout au moins, si
il souhaite passer à une concertation, de voir dans les mesures du possible comment passer à cette concertation pour qu'il y ait un consensus sur l'année électorale dont le président a fait cas dans son adresse à la nation. En conclusion, on peut dire que vous êtes déçu de la gestion de Bahouri? Bon, je ne peux pas dire que je suis déçu puisque globalement, tout n'est pas négatif, mais sur la question du dialogue, sur la question du pourparler politique, je pense que le Premier ministre n'a pas fourni d'efforts. Alors, nous allons aller cette fois-ci sur un autre pan, d'ailleurs qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, portant cette fois-ci sur l'appel à démissionner des représentants des partis politiques au sein des instances du CNRD, issues en tout cas du 5 septembre 2021. Il s'agit par exemple particulièrement du CNT. On a vu que depuis le départ de Maître Mohamed Traoré, le représentant du barreau de Guinée dans cette institution, les forces vives de Guinée ont appelé à ce que leurs représentants démissionnent, aussi fassent de même. Aujourd'hui, à date, on ne voit aucune démission. Est-ce que c'est une mise à l'épreuve ou est-ce qu'aujourd'hui, les représentants ont pris goût au pouvoir, ils ne veulent plus revenir dans les partis politiques respectifs? Bon, je ne saurais donner les raisons. Puisque le PDG pour ou contre une démission des représentants des partis politiques au CNT? Non, je voudrais d'abord dire que je ne saurais donner de détails parce que je ne suis pas de ces partis ou de ces formations politiques. Maintenant, pour ou contre, le débat est à un seul niveau. Ce que les gens doivent comprendre, le mandat des conseillers nationaux ne prendra fin que lorsque l'Assemblée nationale va être instituée. Tant qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale, je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire que ça va prendre 20 ans, 10 ans, non. Je dis que tant qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale, le mandat des conseillers nationaux va courir. Et c'est le jour que le président de l'Assemblée nationale va être investi que prendra fin la mission des conseillers nationaux. Donc pour moi, à ce niveau, il n'y a pas de débat. Parce que les forces vives, non, tiennent compte du fait que le 31 décembre 2024, la transition a pris fin ou devait prendre fin. Donc par conséquent, pour eux, leurs représentants au sein du CNT et partout devaient se retirer. Donc si c'est sur la question de mandat, je dis encore une fois, pour le CNT, ça ne prendra fin que lorsqu'il y aura des élections législatives. Et le président de l'Assemblée investi ou les députés... Et donc les forces vives n'ont que leurs yeux pour pleurer. Bon, au-delà d'avoir leurs yeux pour pleurer, je pense qu'ils ne devaient même pas évoquer cette question parce que c'est insensé pour moi en fait. C'est insensé. De façon très objective. En quoi c'est insensé? Quand vous envoyez quelqu'un, vous l'avez mandaté, vous l'avez donné des directives, vous l'avez envoyé pour une mission. Quand vous estimez, vous, que la mission elle est terminée, vous le rappelez, il est des notoriétés qui répondent à l'appel. Non, vous oubliez que vous vous adressez à un ancien député, il n'y a pas de mandat impératif. Pour vous répondre carrément, il n'y a pas de mandat impératif. D'accord. Voilà, ça c'est pour vous dire un peu de mots, il n'y a pas de mandat. Mais aussi ça découle de la conviction et surtout de l'attachement et de l'engagement que vous avez envers votre parti politique à la base. Aujourd'hui, c'est vrai que le CNT n'est pas en tant que tel une assemblée nationale, mais au moins c'est l'organe législatif du pays. On est tous d'accord. On est d'accord dessus. On est tous d'accord. Du moment que vous êtes organe législatif mandaté, vous n'appartenez plus à votre institution. Ce que les gens doivent comprendre, puisque maintenant, il faut le dire clairement, du moment que vous êtes député, vous êtes conseiller national, vous n'appartenez plus à votre organisation. Le sens de redevabilité vous commande envers le peuple, rien que le peuple. Et même si, naturellement, je crois qu'ils ont des élus uninominaux, en fait, des nommés uninominaux, des conseillers uninominaux. Même quand vous êtes uninominaux, par exemple, on dit que vous venez de la circonscription de Massanta ou de Bela, vous n'êtes pas redevable vis-à-vis de Bela ni de Massanta, vous n'êtes redevable que vis-à-vis de la République de la Guinée tout entière. Donc aujourd'hui, ces partis politiques n'ont aucune pression, ne peuvent mettre aucune pression. C'est pourquoi j'ai dit c'est insensé. C'est des gens qui ont suffisamment d'expérience. Je pense que parfois ils se laissent guider par la passion. Ils devaient pouvoir laisser cette question parce qu'ils savent pertinemment que ça ne va pas aboutir et ça n'aboutira jamais. C'est ça, les arguments, il estime que le CNRD n'est pas un régime issu des élections et que les institutions que le CNRD a mis en place ne sont pas des institutions également issues des élections comme le CNT. Et donc dire à leurs représentants, en tout cas à en croire leurs arguments, c'est tout à fait légitime de dire à quelqu'un qui a été nommé par décret, que tu as envoyé, qui a été nommé, et puis de quitter. Non, je ne dis pas que ce n'est pas légitime. La question de légitimité ne se pose pas. Justement parce qu'ils viennent à la base, ils viennent de ces institutions. La légitimité ne se pose pas.
Maintenant, on est dans le cadre légal. Peut-être que je ne me fais pas suffisamment comprendre. Et la question qu'ils sont en train d'évoquer, mais peut-être que j'oublie, on est dans une transition. Du moment qu'il y a eu le 5 septembre 2021, on n'a plus besoin de dire que des gens n'ont pas été élus. Non, on sait comment ça s'est passé. Donc, du moment que le 5 septembre, tout le monde a adhéré à l'initiative du CNRD, je pense qu'il faut s'assumer. Et quand je dis s'assumer, c'est de faire en sorte qu'ensemble, que les réflexions puissent converger pour qu'on aille faire le retour à l'ordre constitutionnel de façon consensuelle. Tel est notre combat au sein du PDG, telle est notre politique, notre vision au sein de l'Union sacrée des forces vives de Guinée. Et nous militons pour cela, nous luttons aujourd'hui pour que les autorités comprennent cela. Et c'est pourquoi nous faisons tout pour que cette concertation tant annoncée par l'Union sacrée et réitérée par le chef de l'État dans son adresse à la nation soit une réalité. Parce que c'est pendant cette concertation qu'il peut effectivement avoir consensus par rapport à l'année électorale. Parce que l'autre problème, c'est que s'il n'y a pas de consensus sur l'année électorale, je ne dis pas qu'on pourra atteindre les objectifs, mais il y aura encore des difficultés, il y aura encore des complications pour l'organisation de ces élections qui pointent à l'horizon. Est-ce qu'aujourd'hui le PDG est prêt pour participer à une élection présidentielle cette année? Si la chance nous était donnée de voir les élections présidentielles se tenir cette année, oui. Est-ce que votre parti est prêt pour y prendre part? Oui, je dois vous dire que notre objectif ultime, c'est la reconquête du pouvoir d'État. Et cette reconquête ne peut pas se faire si on ne participe pas aux élections de grande envergure. Et bien entendu, avec tout ce qui se passe au sein du parti. Non, ça n'affecte pas parce que le candidat naturel, c'est le camarade Mohamed Touré. Ça, il n'y a même pas de débat dessus. Sans congrès, sans... Non, de nature, il y aura un congrès. Il y aura, comment vous appelez ça, soit un CNR. En tout cas, il y aura un congrès pour désigner le candidat. Mais naturellement, c'est le camarade Mohamed Touré. Vous n'allez pas vous présenter contre lui? Non, tant qu'il sera... Et vous pensez qu'il n'y a pas quelqu'un qui nourrit les mêmes ambitions au sein du parti? Même s'il y en a, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Et pourquoi pas? Parce que je connais la mentalité. On est supposé être en démocratie. Oui, on est en démocratie. Je ne suis pas contre qu'il y ait des candidats contre... Et si par le biais du hasard, les congressistes votaient pour une autre personne? Je suis secrétaire général par intérim. Je sais de quoi je vous parle. Je connais la mentalité des militants du PDG, de la plupart des responsables du PDG. S'il y en a qui ont cette volonté ou cette vocation, je ne suis pas contre. Ils sont libres de se présenter. Mais naturellement, ils doivent savoir que le candidat naturel et intelligible du PDG, c'est le camarade Mohamed Touré. Tant que, en tout cas, il restera tant qu'il restera en vie et qu'il incarnera les principes fondamentaux du PDG qui sont ceux d'une révolution populaire et démocratique. Et pour le moment, je pense qu'il est l'un des responsables qui incarne plus cela. Nous, on est à l'école et c'est à travers lui que nous nous exprimons, que nous avons appris et nous continuons donc d'œuvrer sur ses pas et dans la ligne qu'il a tracée. Alors là, nous arrivons au terme de cette émission, mais avant de clôturer, vous allez regarder la caméra et vous dites aux Guinéens, si demain les élections devaient se tenir, pourquoi ils devaient voter PDG pour diriger la Guinée? Je dirais au peuple guinéen, aux militants et sympathisants du PDG, que le PDG est un héritage commun, que le PDG est la somme de la pensée collective du peuple guinéen, que le président Maître Sékou Touré, responsable et serviteur suprême de la Révolution, a su mettre en valeur pendant 26 ans. Aujourd'hui, la conviction, la vocation, l'objectif, la mission reste le même. Quand je dis le même, c'est quoi? C'est donner plus de pouvoir, s'il faut tous les pouvoirs, au peuple de Guinée. Parce que le peuple, pour nous, est le moteur du processus de développement, le moteur de l'histoire, est le sujet et acteur de tout processus de développement. C'est au nom de ce peuple que toutes les batailles historiques, toutes les victoires historiques ont pu être remportées. Parlant du 28 septembre 1958, parlant du 22 novembre 1970, parlant de toutes les grandes dates, en tout cas qui ont essayé la vie et l'évolution socio-politique historique de la Guinée. Et aujourd'hui, ce PDG est là, tient debout contre vent et marée. Et nous pensons que ce peuple est en mesure de comprendre ce message, parce que le peuple de Guinée, dans sa conscience collective, se reconnaît au PDG, se reconnaît au président Maître Sékou Touré. Et nous avons prêté serment, nous continuons de prêter serment
de fidélité à la mémoire du responsable suprême de la Révolution, à continuer ses œuvres, à continuer sa politique jusqu'à ce que l'objectif ultime, qui est la réalisation des États-Unis d'Afrique, soit une réalité. Ça va prendre des années, ça va prendre du temps, mais ça se fera parce que le salut de l'Afrique viendra de là. Le salut de la Guinée, qui a été phare de la lutte de libération des peuples opprimés du monde et des peuples africains, viendra de là. Donc, encore une fois, nous comptons sur la mobilisation du peuple de Guinée et par la grâce de Dieu, le camarade Mohamed Touré sera très bientôt parmi nous. Et les 7 ans qu'il a pu faire au niveau des États-Unis en termes de détention, qui ne le freinera pas, qui ne l'arrêtera pas. Et c'est un homme ardu, convaincu, qui a un moral d'acier et qui n'abandonnera jamais. Et c'est pourquoi nous autres ne pouvons pas abandonner, parce que nous sommes les élèves de son école, au-delà de tout. Lamine Kaba, ça n'est pratiquement fini pour cette émission. Merci de m'avoir épaulé. Mais honorable Oyebe Avogui, merci pour la disponibilité. Chers téléspectateurs, ça n'est pratiquement fini pour cette émission Tour d'horizon sur Guinée Matin TV. Merci pour la fidélité et à la prochaine.